Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet intime et profond. Les fragments de nous-mêmes qui persistent et façonnent nos vies, en particulier nos relations amoureuses. Comment notre enfance sculpte-t-elle la personne que nous devenons et les partenaires que nous attirons? C'est un voyage au cœur de notre propre histoire. Pour commencer, penchons-nous sur une dynamique familiale particulière. Grandir avec un ou des parents narcissiques. Pour un enfant, cela revient à apprendre très tôt que l'amour est conditionnel. Le parent narcissique, souvent inconsciemment, envoie un message clair. Certaines parties de toi sont utiles, précieuses, dignes d'être vues et peut-être même aimées. D'autres, en revanche, ne le sont pas. Les facettes de l'enfant qui reçoivent de l'attention sont généralement celles qui servent de source d'approvisionnement narcissique aux parents. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont les traits qui rendent l'enfant pratique, qui rapportent des éloges aux parents, qui lui rappellent ses propres qualités ou qui, tout simplement, le mettent en valeur. Un bel enfant, un élève brillant, un sportif accompli. Tout ce qui peut être perçu comme un trophée. Face à cette réalité, l'enfant, pour survivre et obtenir un semblant d'affection, va surdévelopper certaines parties de sa personnalité. C'est ainsi que naissent des stratégies d'adaptation qui deviendront des traits de caractère dominants. Le perfectionnisme, par exemple, la croyance que si tout est parfait, l'amour suivra. L'obéissance aveugle. Le besoin constant d'être utile, au point de devenir un mini-thérapeute pour un parent triste ou en colère, absorbant des émotions qui ne sont pas les siennes. L'enfant peut alors se sentir obligé d'adopter les passions de ses parents, que ce soit le tennis, la pêche ou la musique classique, non par intérêt personnel, mais pour exister dans leur regard. Il peut développer une obsession pour son apparence physique, car c'est ce que le parent valorise. L'école devient un champ de bataille où il faut exceller dans les matières qui importent aux parents, négligeant ses propres talents. Certains enfants ont la capacité ou le tempérament pour jouer ce rôle. Ils sont naturellement doués pour le sport, ont l'apparence désirée, ou possèdent une nature introvertie qui les pousse à tout garder pour eux et à viser la perfection en silence. Pour eux, l'amour parental fluctue. Ils sont adorés quand ils sont mignons et transportables, puis rejetés ou négligés à l'arrivée d'un frère ou d'une sœur. Parfois, ils sont même abandonnés lorsque le parent narcissique fonde une nouvelle famille, pour n'être redécouverts que bien plus tard, à l'âge adulte, lorsqu'ils ont une carrière, un statut ou de l'argent qui les rendent à nouveau utiles. Mais qu'advient-il de l'enfant qui ne peut pas, ou ne veut pas, se conformer à ce moule? L'enfant qui n'a pas les aptitudes physiques pour le sport, qui a des difficultés en mathématiques, ou qui n'a tout simplement pas les mêmes centres d'intérêt. Cet enfant fait l'expérience du rejet à un niveau fondamental. Il peut se sentir inutile, sans valeur. Il apprend que son être authentique n'est pas digne d'amour. Cette prise de conscience est une défaite intérieure, un effondrement. Pour beaucoup, cela mène au détachement, à la tristesse, à une anesthésie émotionnelle pour ne plus souffrir. Dans certains cas, ce sentiment d'impuissance peut se transformer en rébellion. L'enfant se met à sécher les cours, à consommer des drogues, à commettre de petits délits. Paradoxalement, c'est une façon désespérée d'être enfin vu, même si c'est à travers un regard négatif. L'attention, même mauvaise, est préférable à l'indifférence. L'enfant qui réussit à se conformer met toute son énergie développementale à devenir ce que le parent attend de lui. Mais l'enjeu est encore plus profond. Il ne s'agit pas seulement d'être vu. L'enfant nourrit souvent une croyance magique. Si je deviens cette personne parfaite, si j'anticipe les moindres désirs de mon parent, alors peut-être qu'il sera enfin heureux. Et si le parent est heureux, peut-être qu'il arrêtera d'être méchant avec l'autre parent, qu'il arrêtera d'être infidèle, qu'il arrêtera de faire souffrir mes frères et sœurs. La paix de toute la famille repose sur ses petites épaules. Alors l'enfant essaie, encore et encore. Il perfectionne les facettes de lui-même qui fonctionnent. Et c'est là que le piège se referme pour l'adulte qu'il deviendra. Le perfectionnisme, la complaisance, la capacité d'écoute et de réparation, le désir de réussir, tout cela est une manifestation de ce que les psychologues appellent la réponse de soumission. C'est un comportement de survie, un réflexe pour apaiser une menace perçue et maintenir un lien. Silencieusement, l'enfant intègre que ce sont là ses seules parties aimables. Et c'est avec ce bagage que nous entrons dans nos vies amoureuses d'adultes. Nous cherchons des partenaires et nous nous présentons avec ces mêmes stratégies. Être parfait, accommodant,
tout faire pour l'autre, aider, réussir mais pas trop. Cela vous semble familier? Prenez un instant pour réfléchir. Si vous avez eu des parents de ce type, quelles étaient vos stratégies de survie? Et quelles sont les parties de vous que vous n'avez jamais pu développer parce qu'elles n'étaient pas valorisées? Peut-être aviez-vous du mal avec votre poids, ou les matières scientifiques, ou vous n'aviez pas l'oreille musicale. Ces aspects rejetés de vous-même deviennent des sources de honte et d'insécurité profonde. En tant qu'adultes, nous rejouons ce drame. Nous nous efforçons d'être le partenaire parfait, celui qui n'a jamais de besoin, qui ne se plaint jamais. Nous nous sentons comme des imposteurs dans notre carrière si nous n'avons pas suivi la voie prestigieuse attendue. Nous nous sentons maladroits dans notre propre corps. L'idée que l'on puisse être aimé simplement pour qui l'on est, dans notre intégralité, semble un concept étranger, presque inaccessible. L'amour est perçu comme une récompense pour une performance. Cependant, tout le monde ne vient pas d'une famille narcissique. Que se passe-t-il pour ceux qui ont grandi dans des foyers sains, où ils se sont sentis aimés de manière inconditionnelle? Pourquoi finissent-ils, eux aussi, parfois dans des relations toxiques? La vérité est que les personnes narcissiques sont souvent très séduisantes au premier abord. Elles sont charismatiques, ambitieuses, extraverties, grandioses, excitantes. Elles prennent soin de leur apparence. Leur façade est impeccable. La manipulation et les critiques n'apparaissent que plus tard. Une personne issue d'un milieu sain, avec une solide estime de soi, peut rencontrer une de ces personnes brillantes et penser logiquement. Je suis une bonne personne, elle semble être une bonne personne, c'est une excellente combinaison. Elle entre dans la relation en étant simplement elle-même. Lorsque les premiers problèmes apparaissent, sa réaction est différente. Elle ne se sent pas immédiatement fautive. Son réflexe, basé sur son expérience familiale, est de penser « les relations ne sont jamais parfaites, il faut y travailler. Nous devons communiquer, fixer des limites, trouver une solution. » Le modèle qu'elle a connu est basé sur la collaboration et la réparation. Et c'est là le piège. Ce modèle ne fonctionne pas avec une personnalité narcissique. La personne bien intentionnée s'enferme alors dans une boucle différente, la boucle du « tout peut être réparé ». Elle croit sincèrement, avec optimisme, qu'une relation malsaine peut être sauvée par l'effort et la bonne volonté. Quelle que soit notre origine, des dynamiques comme le gaslighting, cette manipulation qui vous fait douter de votre propre perception de la réalité, peuvent piéger n'importe qui. Si vous ne savez pas identifier ces tactiques, même la personne la plus saine peut finir par sombrer. Le véritable préjudice d'une enfance narcissique est que nous arrivons à l'âge adulte avec une identité fracturée. Nous devons alors faire le travail à l'envers, excaver notre véritable moi, bien après la période où il aurait dû se construire naturellement. Et ce n'est pas facile. Qui serions-nous si nous avions la certitude profonde que nous sommes aimables, simplement parce que nous existons? Si nous pouvions être aimés sans être parfaits, sans être accommodants? Si nous étions aimés même si nous prenions quelques kilos, si nous préférions un livre à une journée de sport, si nous ne gagnions pas beaucoup d'argent? C'est une montagne à gravir. La première étape est de reconnaître que nous sommes devenus ce que nous devions devenir pour survivre. Il faut ensuite démanteler ces constructions. Le perfectionnisme, par exemple, est une quête impossible. Lâcher cette norme est une pièce maîtresse de la guérison. Il faut affronter la peur. La peur que si nous posons nos limites, si nous disons « non, je ne peux pas ce soir », nous serons instantanément abandonnés. La peur que si, après une journée de 14 heures, nous n'avons pas l'énergie d'être l'auditeur parfait pour les problèmes de notre partenaire, nous serons jugés comme quelqu'un qui ne s'en soucie pas. Quelle était votre fonction dans votre famille? Quel était votre comportement de survie? Car c'est précisément ce comportement qui vous maintient bloqué dans des relations toxiques. En même temps, quelle partie de vous avez-vous dû réprimer? Votre créativité, votre façon d'exprimer vos émotions, votre rire bruyant, votre besoin de calme? Ce conditionnement est difficile à défaire, mais nous pouvons en tirer des leçons. Nous pouvons prendre conscience des parties de nous que nous avons été endoctrinés à croire comme étant les seuls aimables. Votre responsabilité, aujourd'hui, n'est pas de porter la culpabilité du passé, mais de commencer cette excavation de votre véritable identité. Retrouvez tous les morceaux de vous, pas seulement ceux que le parent narcissique jugeait acceptables. Reconnaissez que vos blessures,
vos vulnérabilités, vos forces et vos traumatismes font tous partie de vous. Accueillez-les tous. Le voyage commence par vous, par cet acte de compassion envers l'enfant que vous étiez, qui a dû se fragmenter pour être aimé à une époque où il n'avait pas d'autre choix. Et avec le temps, vous découvrirez que lorsque vous vous acceptez dans votre totalité, d'autres peuvent aussi vous voir et vous aimer.